Cerno. Allô ? Épisode 159. Voilà, je sais pas ce que ça va devenir. Alors vous me direz, ça fait tellement d'années qu'on y est, c'est sûr. Hein. Mais bon, peut-être qu'on attend que je sois découragée. Je sais pas. Ça risque pas d'arriver. Alors, je vous ai pas encore posé ma question principale. Quand vous parlez de Sophie Narme, vous dites Sophie, j'ai l'impression que vous la connaissez un peu intimement, si on peut dire. C'était qui Sophie Narme ? Une anti-enquête. 19e, Prébut de Chaumont, 2 pièces, refait à neuf. Je pense que j'ai peur des hommes. Sophie Narme a été violée avant d'être étranglée puis achevée à coups de couteau. On représente rien. Donc il fait froid ce matin-là. Elle a été étranglée. Oui, Josette. Vous voulez savoir quoi ? C'est Dieu, y a pas le choix. C'est malheureux, qu'est-ce que vous dites ? Ce genre de prédateur vient pour tuer. C'est un vieux crapaud. Ce guet-apens, par le biais d'une annonce immobilière, est quasiment sans précédent dans les annales de la criminalité. Encore une fois, Cerno. on verra bien où cette histoire me mène. Trois, deux, un. Alors, Sophie, évidemment, je ne l'ai pas connue puisque j'interviens dans le dossier. Elle est morte depuis 13 ans. Donc, je ne la connais pas. Je l'ai seulement vue en photo. Mais vous savez, dans ces affaires-là, il y a un lien, évidemment, entre une victime et son avocat. Et pour le coup, sans avoir connu Sophie, mais par exemple, je n'ai pas connu Hélène qui est morte des mains de Guy Georges. Je n'ai pas connu Cathy non plus, qui est morte du même individu. Mais en même temps, je fais leur connaissance le jour de leur mort. Par l'intermédiaire, en général, d'un procès-verbal de constatation, de découverte du corps ou d'autopsie. C'est particulier comme rencontre. Mais c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, et je ne cherche même pas à savoir. Il y a quelque chose de particulier qui me lie à ces femmes, à ces jeunes filles parfois. Et à leur mère le plus souvent. Parce que toutes ont évidemment eu des pères aussi, mais je n'ai pas forcément eu le père comme interlocuteur principal, mais plutôt la mère. Okay. Et donc, c'est des gens que je continue, avec qui j'ai toujours un rapport. C'est-à-dire que ça peut être de loin en loin, mais c'est un coup de fil. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un lien qui ne peut pas se rompre. C'est comme ça. Okay. Comment vous répondriez à cette question de qui était Sophie Narme ? Sophie Narme était une jeune femme qui était très enthousiaste de tout, très curieuse, qui venait de passer quelques mois aux États-Unis. Elle avait été jeune fille au père. Elle n'avait pas vraiment besoin de travailler parce qu'elle appartenait à une famille qui avait des moyens financiers assez importants. Elle évoluait dans un milieu aisé, cette classe bourgeoise aisée. Elle habitait Saint-Nom-la-Bretèche dans une très très belle maison avec sa mère et son beau-père, avec qui elle s'entendait merveilleusement. Elle n'avait pas de rapport avec son père. Mais c'était quelqu'un qui voulait explorer le monde, qui voulait explorer toutes les facettes du monde. Alors pas pour autant quelqu'un qui faisait n'importe quoi, au contraire. Mais après ce voyage aux États-Unis, où elle s'intéressait au tourisme, elle voulait s'intéresser à l'immobilier et elle avait trouvé ce premier emploi dans l'immobilier. Alors elle n'allait pas forcément faire ça toute sa vie, mais en même temps c'était une expérience, ça lui donnait des idées de ce que c'était que le monde du travail. Elle était très contente de faire ça, très contente de démarrer comme ça. Et puis elle aurait sûrement fait plein d'autres choses, mais quoi, je ne sais pas évidemment. Mais c'était quelqu'un qui est décrite par ses amis aussi, dont certaines m'ont contactée après. Il n'y a même pas très longtemps, en m'entendant dans certaines émissions de télévision ou de radio. D'où l'intérêt de témoigner. D'où l'intérêt de témoigner, exactement, et d'où l'intérêt pour moi de parler. C'est pour ça que je le fais, c'est pas tellement pour qu'on me voit, ou c'est pour qu'on parle de ces affaires, et parce que ça peut réveiller aussi des témoignages. Et c'est vrai que certaines de ces amies m'ont envoyé des photos que je ne connaissais pas, de leur séjour, de leurs vacances, de leurs soirées, de leurs restaurants, vous voyez, des trucs comme on a tous. Et en fait, toutes la décrivaient comme, garçons y compris, la décrivaient comme quelqu'un d'adorable, de complètement épanoui, éveillé. C'était la trop bonne copine, quoi. Elle était trop mignonne avec tout le monde, elle pensait toujours aux autres, elle était rayonnante, c'était une jolie fille, toujours partante pour faire des trucs sympas, pour être avec les gens, pour les aider.
C'était vraiment une fille sensationnelle. Et puis, Pleine de vie, j'ai l'impression. pleine de vie, pleine de lumière, comme on a souvent l'habitude de dire, solaire. Alors ça paraît un peu gnangnan comme ça, mais oui, je pense solaire parce que c'est peut-être cette lumière qui attire le prédateur. Je me rends compte que j'ai une grande sœur qui est née la même année qu'elle et qui est aussi partie comme jeune fille au père aux États-Unis, en Pennsylvanie. Pennsylvanie, ouais. Ça me trouble. En fait, en 91, elle a été tuée en décembre et elle est revenue pendant l'été, je pense juillet 91 des États-Unis. Et elle a passé 15 jours à Cannes en vacances avec sa mère, son beau-père et sa sœur. Et puis après, la rentrée, elle a repris son travail. Et puis il y a eu ce jour fatal du 4 décembre. Voilà, donc elle est partie comme jeune fille au père en 80... Peut-être 90 parce qu'elle est restée quand même une bonne année, donc, mais elle est revenue en 91. Alors c'est comme ma sœur, je pense. Ok. Ce que vous décrivez quand vous décrivez ce meurtre, il s'agit bien d'un féminicide. Alors, il s'agit d'un meurtre. Un féminicide, vous savez, ça veut rien dire pour moi, un féminicide. C'est la nature humaine qui fait que vous avez des individus, souvent de sexe masculin, qui s'en prennent à d'autres individus de sexe féminin. Vous avez aussi des femmes criminelles. Vous avez des femmes prédatrices. Vous avez des femmes qui tuent. On ne parle pas de masculinissime, enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est un homicide, c'est pas un féminicide pour moi. Je ne vois pas pourquoi on féminiserait tout le temps. On est tous égaux, paraît-il. L'homme est l'égal de la femme. Et donc, qu'on tue un individu de sexe masculin ou de sexe féminin, c'est la même chose pour moi. C'est un homicide. C'est un homicide, c'est un crime, c'est un meurtre et parfois un assassinat quand il y a préméditation. Féminicide, encore une fois, c'est... Voilà, ça ne me parle pas vraiment. Disons que c'est rare que les femmes tuent des hommes pour des raisons comme ça de domination. Eh bien, vous avez des femmes dominatrices, mais elles exercent leur domination d'une manière différente, je trouve. Et la domination des femmes se traduit davantage par une domination psychologique. Voilà, c'est peut-être plus subtil. La différence, parce qu'il y en a entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes sont peut-être plus brutaux, plus physiques, et les femmes ont peut-être plus de, de réflexion. Je ne veux pas dire que les hommes sont dénués de réflexion, mais en tout cas, c'est plus... Je cherche le mot, je ne le trouve pas, c'est plus... Subtil ? C'est plus subtil, voilà, exactement. Exactement. C'est plus subtil et c'est plus dans la vengeance, mais qui est vraiment... qui ne s'assouvit jamais. Une femme, quand elle commence à vous pourrir la vie, elle vous la pourrit comme il faut jusqu'à la fin de son existence à elle. Donc, c'est d'une autre nature. C'est une tout aussi grande violence, mais d'une autre nature. Et effectivement, les femmes ne frappent pas, les hommes frappent. Enfin, c'est rare que les femmes frappent, mais voilà, il y a plus de femmes qui viennent se plaindre d'avoir été défigurées par leur mari que l'inverse, par exemple. En même temps, ça existe aussi. Je pense que c'est une question de physiologie, de constitution, c'est la nature. Les femmes ont moins de force que les hommes. Donc les hommes peut-être aussi sont peut-être plus dans la colère immédiate. Un homme qui se met en colère, il va cogner. Quand il a décidé de cogner, quand il est fait comme ça, il y a aussi des hommes non violents. Une femme va plutôt ruminer, vous voyez, elle va plutôt se dire comment je vais pouvoir lui pourrir la vie, mais ne lèvera jamais la main. Vous voyez, c'est une violence qui peut être tout aussi grande, mais qui ne va pas utiliser les mêmes registres et qui ne va pas se traduire de la même manière. C'est aussi peut-être que les femmes sont considérées comme étant tuables. Mais n'importe quel individu est tuable s'il est faible. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que ça voudrait dire que tous les hommes pourraient aussi considérer qu'une femme est bonne à tuer. Je veux dire, tous les hommes ne pensent pas ça. Il faut arrêter de tomber dans cet excès qui veut que tous les hommes sont des violeurs et que tous les hommes sont des brutes épaisses. Je suis désolée, mais à moins d'avoir une constitution particulière, personne tue personne. Et pas plus un homme qu'une femme. On peut s'énerver, on peut se brailler dessus, on peut éventuellement se donner des coups, mais le tueur dont je vous parle, il n'a rien à voir avec le
presque, j'ai envie de dire, le commun des mortels, vous voyez. Donc ça n'a absolument rien à voir. Un prédateur, un psychopathe, il n'a pas votre cerveau, il n'a pas le mien. Alors on peut envisager ce qu'il a dans son cerveau, mais on ne peut pas réagir comme lui parce que quelqu'un qui est normalement constitué va avoir peur du sang, va avoir peur de faire mal, va se poser des questions, va avoir des émotions, des sentiments au moment de passer à l'acte, au moment de faire des choses qui font mal. Ces personnes-là n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas la case dans le cerveau, donc c'est différent. Alors, d'accord. Alors, j'en reviens un peu à ma question, à ma première question. Est-ce que je peux avoir une petite utilité ? Qu'est-ce que vous en pensez de ma démarche ? Alors vous avez vos raisons. Moi, j'ai les miennes. Moi, je suis têtue. Moi, j'ai envie de savoir. Moi, je considère qu'on ne peut pas laisser des crimes impunis. Je considère qu'on doit donner tout ce qu'on a à donner pour résoudre ce genre d'affaires. Je ne sais pas quelles sont vos motivations profondes, mais en tout cas, vous n'avez sûrement pas tort de vous intéresser à cette affaire. Et je pense que plus il y aura des gens comme vous qui en parleront et qui continueront de faire vivre ces dossiers et par là même ces victimes, ce sera utile. Je pense que ce sera utile. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, mais vous savez, un petit grain, plus un petit grain, plus un petit grain, ça finit par faire un caillou. Alors, ce que je ne vous ai pas encore précisé, c'est que moi, j'aimerais donc travailler sur cette affaire assez longtemps. C'est ma façon de faire, de prendre vraiment mon temps. Et je veux vraiment raconter l'histoire par le prisme de la victime. Moi, je veux vraiment m'intéresser, presque lui redonner la parole, si vous voulez. Même si je vais sûrement faire des recherches sur Dominique Pellicot. J'ai l'intention de le faire. Je ne sais pas si c'est lui. Oui, soyons bien clairs. Il est mis en examen dans les deux affaires, puisque dans l'affaire de Marion, Dominique Pellicot est identifié de façon formelle par son ADN. Donc, il est l'auteur de la tentative de viol, même s'il dit qu'il n'a pas l'intention de la violer au moment où il agit. Mais enfin, il est quand même obligé de reconnaître qu'il était là, évidemment. Après, il est aussi mis en examen dans l'affaire de Sophie Narme. Mais une mise en examen n'empêche pas que vous restez présumé innocent, bien sûr, jusqu'à ce que vous soyez condamné. Il a nié, Oui, ni formellement, bien sûr, mais il sait aussi qu'il n'y a pas l'ADN, donc c'est d'ailleurs sa seule réponse. Et donc, alors voilà, j'aimerais raconter l'histoire par ses yeux, faire une biographie assez précise. Ça veut dire que j'aimerais rencontrer des gens qui l'ont connue, aller sur des lieux qu'elle a fréquentés, et ça veut dire un travail au long cours. Comment est-ce que je peux m'y prendre ? À quoi est-ce que je peux avoir accès ? Qu'est-ce que je suis autorisé à faire et comment je peux m'y prendre ? Est-ce que ça vous semble judicieux déjà, comme parti pris ? Pourquoi pas ? Je pense qu'il y a des gens qui seraient contents de parler de Sophie aujourd'hui. Alors, elle n'a pas une famille très élargie. Son beau-père est décédé il y a quelques années, donc déjà, il ne pourra pas vous en parler. Son père ne l'a pas élevé, ne l'a pas connu, on ne sait pas où il est, donc déjà, ça va nous éliminer quelqu'un aussi. Sa mère est toujours en vie, elle n'habite pas très loin d'ici. Je ne sais pas si ça serait fructueux parce que c'est quelqu'un qui est maintenant âgé et qui n'a plus tous ses souvenirs intacts. Voilà. Maintenant, c'est plutôt la mémoire immédiate qui déraille. La mémoire ancienne est là, mais elle est beaucoup polluée par des choses de là tout de suite qui la perturbent. Mais bon, elle se souvient évidemment de Sophie, ce qui s'est passé, et elle veut toujours savoir qui a fait ça. Et peut-être qu'elle pourrait éventuellement vous raconter des choses, peut-être vous montrer des photos, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a conservé précisément, parce qu'elle a déménagé, elle a quitté la maison qui avait été l'endroit où elle vivait avec Sophie et son compagnon. Elle ne l'habite plus, elle l'a vendue. Alors non, elle habitait chez son compagnon. C'est son compagnon qui avait cette maison. Et quand il est décédé, la famille, vous savez, les histoires d'héritage sont souvent terribles. Elle n'était que sa concubine, pas sa femme. Et donc la famille de ce monsieur a décidé de mettre cette concubine à la porte. Elle a dû déménager, donc elle habite maintenant un appartement qui était à elle, mais qui n'avait rien à voir avec le domaine dans lequel elle vivait depuis de nombreuses années. Et donc, où il y avait la chambre de Sophie, les affaires de Sophie, et donc tout ça, ça a été mis en carton. Et je ne sais
pas trop ce que c'est devenu et c'est peut-être toujours en carton. Et comme elle a un peu perdu une partie de ses ressorts, je ne sais pas si... Voilà, il faudrait beaucoup de temps, beaucoup de patience peut-être. Alors ça, j'en ai. Mais j'aimerais aussi, peut-être rencontrer ses amis. Est-ce que... Moi, j'en connais pas beaucoup, mais j'en connais quand même. Enfin, j'en connais. J'ai été contactée par deux jeunes femmes qui ne vivent pas en France, qui vivent en Suisse et qui seraient sûrement ravies de parler de Sophie. D'accord. Donc, on pourrait leur poser la question. Oui, je veux bien. Est-ce que... j'imagine que c'est une affaire en cours d'instruction. Oui. Donc je n'ai pas accès au dossier d'enquête. Non, ça, c'est évidemment, vous n'avez pas accès au dossier d'enquête, évidemment, puisque secret de l'instruction, donc c'est pas la peine. Même si le secret de l'instruction a été largement piétiné, puisque à peu près toute la presse a la copie du dossier, hein, pas par moi en tout cas, mais... Alors comment ils font ? Ah bah ça, j'en sais rien, il faut leur poser la question, mais vous savez, souvent... certains journalistes ont les dossiers de l'instruction avant même que nous ne soyons nous désignés et que nous ayons pu nous faire délivrer une copie. Alors, vous voyez, donc ça, on dit souvent que les avocats ceci, les avocats cela. En tout cas, c'est sûrement pas les avocats du dossier qui ont pu leur fournir. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. D'accord. Parce que moi, je suis pas très doué pour ça. Il faut que je... Peut-être que vous n'êtes pas journaliste d'investigation. Peut-être que vous ne travaillez pas dans des journaux qui ont besoin de faire la une tous les jours. Ah, non, c'est ça. Ça doit être un truc dans le genre. Est-ce que vous pourriez me noter peut-être des personnes que je pourrais contacter, peut-être du plus loin au plus près ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et des lieux, est-ce que... Bien sûr, parce que ça fait pas partie de l'instruction. Donc, je peux... demander en tout cas aux gens qui m'ont contacté si je peux donner vos coordonnées. Voilà, on peut commencer comme ça. Ouais. Et puis après, vous voyez avec eux comment vous pouvez procéder. D'accord. J'aimerais voir le maximum de personnes pour prendre mon temps, en fait. Oui, mais je comprends. Mais en même temps, j'ai pas 36 000 pistes à explorer, c'est ça le problème. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont plus du tout... Alors, il y a des gens qui l'ont connue quand elle était en activité. Après, je ne sais pas, j'ai pas la moindre idée de comment vous pourriez les contacter, parce que ces gens-là, à l'époque, entendus ou pas entendus, ont dû déménager, changer de vie, sont peut-être morts, j'en sais rien, voyez ? Oui, ça fait longtemps. Bah oui, ça fait quand même beaucoup d'années. Donc là, pour le coup, on finit par arriver avec pas beaucoup d'éléments, et plus beaucoup de personnes qui peuvent vous parler de Sophie. Bon, je vais faire avec ce que j'aurai. Voilà, je peux pas faire mieux. Comment on peut faire pour la suite ? Alors, est-ce que pour que vous m'indiquiez certains noms ? On peut procéder par mail, tout simplement. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Bon, ça s'est très bien passé. C'était passionnant. Je suis pas d'accord avec elle quand elle dit que c'est pas du féminicide. Bonjour. « 3, 2, 1. Je vous parle depuis mon bureau, et comme j'évoque assez souvent cette pièce, je réalise qu'il vous faut quelques éléments visuels. Dans ce bureau, il y a un ordinateur, bien sûr, une bibliothèque en bois qui date des années 60, avec beaucoup de livres, une imprimante, des enceintes, une table de mixage et un micro sur un bras télescopique, modèle Sennheiser MD21, à travers lequel je vous parle en ce moment. Sur ma gauche, il y a aussi un mur qui fait office de tableau et sur lequel je peux noter plein de choses à l'aide d'un marqueur. Je me sens bien dans cette pièce, c'est petit, mais assez silencieux. Parfois, mon chat vient me rendre visite, il saute sur le bureau, il regarde le spectre des interviews défiler sur mon écran, puis il repart. Au début de Cerno, il dormait toute la journée sur mon bureau, mais je ne sais pas pourquoi, cette époque est révolue. Et je le regrette parce que sa compagnie m'est très agréable. Bref, c'est ici que je fais toutes mes recherches et mon montage, et justement, je viens de terminer le montage de l'interview de Maître Euro, que j'ai donc découpé en 3 épisodes. Vous venez sûrement de les écouter. Je voulais faire plus court, mais j'ai pas réussi à enlever la plupart des détails apportés par l'avocate, parce que je pense que ça pourra nous être utile
pour la suite. Et je vous avoue que autant j'étais captivé pendant l'interview par tout ce que me disait Florence Rowe, sur le chemin du retour, j'avais toutes ces phrases qui résonnaient dans ma tête. Mais après le dérushage et les multiples écoutes que nécessite le montage, parce que quand on monte, on réécoute la même interview des dizaines de fois, je reconnais que j'ai dû en quelque sorte me couper émotionnellement de ce que j'entendais. Au bout d'un moment, je n'avais plus qu'une écoute technique. Je me concentrais sur le rythme ou sur les coupes, mais je n'arrivais plus à me concentrer sur le fond, à entendre l'horreur de ce que nous décrit Maître Rowe. C'est vraiment à vomir cette histoire. C'est vrai que dans notre culture, beaucoup de romans, de films ou de séries commencent par des femmes tuées, démembrées, violées, sacrifiées. C'est ce que décrit l'historien Yvon Jablonka dans son dernier livre, La culture du féminicide. J'ai envisagé un temps de l'interviewer à ce sujet, mais je viens d'avoir connaissance d'une polémique. L'historien est accusé d'avoir invisibilisé sa consoeur vénézuélienne, Esther Pineda G, qui est sociologue et qui a publié en 2019, donc bien avant Jablonka, un livre intitulé Cultura Femicida et qui, paraît-il, suit le même raisonnement. Nos fictions sont donc imprégnées de féminicide. C'est comme s'il était devenu un objet de divertissement. On y est habitué. Mais là, dans cette affaire Sophie Narm, le féminicide est bien réel. Et même plusieurs décennies plus tard, ça me semble encore très frais, toujours d'actualité. Cette affaire n'a pas été élucidée ni comprise. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement, derrière la porte du 6e gauche, du 22 rue Manin. Un auditeur de Marseille m'a récemment écrit un message sur Instagram. Il dit se prénommer Frédéric. Et il a écrit un petit texte sur Sophie Narm, intitulé « Les malheurs de Sophie N ». Il me l'a envoyé. Le texte est précédé d'une photo de Sophie Narm. Et c'est la première photo que je vois d'elle. C'est une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui est brune, aux cheveux courts, avec des yeux rieurs. C'est un peu bébête, mais je dirais qu'elle est jolie. Sympathique en tout cas. Elle a des pommettes saillantes, une boucle d'oreille assez imposante, que je vois pas très bien sur la photo, et un t-shirt assez amusant, avec plein de petits personnages, objets et animaux, dont un crocodile, ce qui nous laisse deviner la marque du vêtement. Elle a quelque chose dans les mains. Je ne sais pas quoi. Et la légende dit Sophie Narm en 1991, collection personnelle. J'ai l'impression de la connaître, de l'avoir déjà vue quelque part, mais ça reste une impression. Donc voilà, cette photo a été prise certainement très peu de temps avant sa mort. Alors je ne sais pas trop quelles étaient les motivations de Frédéric quand il a écrit ce texte, mais il a essayé de se mettre à la place de Sophie Narm lorsqu'elle a été mise à mort. Je vous lis un passage. Durant sa longue agonie, Sophie pense certainement à sa mère, à son beau-père. Ils vont forcément s'inquiéter quand sa maman ne manquera pas de l'appeler chez elle en fin d'après-midi pour savoir comment s'est déroulée sa journée et qu'elle tombera sur son répondeur. Sophie s'imagine peut-être tenter de se relever, de hurler pour alerter les voisins. Puis elle repense à la bête, trentenaire sur la faim, un brin fatigué, à qui elle devait faire visiter ce bel appartement refait à neuf. À l'extérieur, il était plutôt sympathique, un peu gouailleur même, et elle, à l'aise, au point de croire que cette fin de matinée se déroulerait de manière particulièrement agréable. Elle revoit la cour de l'immeuble, typiquement parisienne, dans ses tentatives de verdir une froide pierre blanche et sa poignée de bicyclette rangée dans un coin. Mais alors qu'il est parti il y a seulement quelques minutes, elle ressent maintenant le poids de l'absence, ce poids qu'il a écrasé quand il a fait ce qu'il voulait d'elle, quand il l'a soumise. Entre autres insoutenables douleurs, sa gorge la brûle horriblement, avec un sale arrière-goût de sang et de produits chimiques. Et là, elle le revoit, sa dernière image de lui probablement, lui mettre violemment quelque chose de cotonneux sur le visage, comme une compresse avec une forte odeur de solvant. Elle a froid, sa poitrine colle la moquette humide, de son propre sang, mais elle ne s'en rend pas encore compte, comme si elle ne portait plus de soutien-gorge. Son pull et son t-shirt sont relevés, et elle sent qu'elle ne porte plus sa culotte. « Il faut que je me couvre », pense-t-elle. Mais ses poignets sont attachés, serrés dans son dos. J'arrête là, mais Frédéric a longuement décrit ce que pouvait donc ressentir Sophie Narm pendant qu'elle subissait ces sévices. Son hypothèse est que le tueur est parti la laissant agonisante. Moi, je pense plutôt qu'elle est morte sous ses yeux. Est-ce que cet assassin est un psychopathe, comme le prétend Maître Rowe, un monstre? Je vais prendre rendez-vous avec la chercheuse Margot Giacinti
que vous avez entendu dans les épisodes 149 et 150, qui travaille sur le sujet du féminicide, pour lui demander son avis sur ce que nous a dit l'avocate, et notamment sur le fait qu'elle refuse de parler de féminicide. Ça, j'aimerais comprendre. J'aimerais aussi prendre des nouvelles de Margot. Voilà, je lui envoie un message. Alors sinon, l'anticommissaire Coralie, que vous avez entendu vers la fin de la précédente saison, m'a envoyé l'acte de décès de Sophie Narme, qui révèle une information importante. Cerno. Mais il est tard, il est temps que j'éteigne. Et je vous lirai ça dans le prochain épisode. Une anti-enquête. Encore une fois, merci à l'anticommissaire Alexandre Lautin, ainsi qu'à Frédéric, I Love Marseille, pour son texte. À suivre.